Bérengère Colli est philosophe. Elle a soutenu en 2012 sa thèse intitulée « La sororité, une société sans société, modalité d'un être politique » à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle va intervenir sur le sujet « La famille, une inspiration pour une éducation émancipatrice des filles », Pauline Kergomar et Paul Robin. En réalité, je vais vous parler de Paul Robin seulement, et pas de Paul Robin et de Pauline Kergomar comme c'était initialement prévu. Mais éventuellement, si vous avez des questions sur la figure de Pauline Kergomar, ensuite on pourra en parler et puis je pourrais peut-être expliquer pourquoi je les avais mis en regard. Alors, se référer à la famille pour penser et revendiquer l'émancipation des filles et l'égalité des sexes à l'école, quelle drôle d'idée. L'actualité, l'histoire aussi, semble en effet nous dire exactement le contraire. Pensons notamment aux nommés vigie ou anti-gender, comme ils se nomment, qui s'arment d'un discours anthropologique se référant à une nature supposée des deux sexes, mais aussi à une nature de l'organisation familiale, précisément pour s'opposer à des modifications de type égalitaire au sein de l'école. En matière politique, la famille est en effet un lieu crucial. Lorsqu'on regarde les discours philosophiques et politiques du XIXe siècle, qui suivent et accompagnent la naissance puis la stabilisation de la démocratie et de la République, on s'aperçoit que la famille est au centre des enjeux. Base de la société politique, fondement du lien social, la famille est pensée comme essentielle à la construction démocratique. La démocratie met d'ailleurs à l'honneur un certain nombre de figures familiales, par exemple les pères fondateurs de la patrie, c'est-à-dire la terre des pères, quoique cette figure soit encore assez peu utilisée dans notre contexte, les mères éducatrices, alors extérieures, je vais en parler tout à l'heure, à la société démocratique, et surtout, bien sûr, les frères citoyens, les frères et amis, paradigme démocratique depuis l'origine grecque, figure centrale des révolutions, en particulier de 1848, et partie de notre devise républicaine, comme vous le savez, liberté, égalité, fraternité. Ainsi, il y aurait de la famille dans le politique. En réalité, les choses sont plus complexes. Lorsque l'on regarde attentivement comment tout cela fonctionne, on s'aperçoit que dans l'organisation démocratique, en particulier dans celle qui se met en place au cours du XIXe siècle en France, famille et société politique restent toujours disjointes, séparées, hétérogènes. Une hétérogénéité qui s'accorde, et on voit arriver la thématique qui nous occupe aujourd'hui, à une césure genrée, une césure sexuelle. Pour le dire vite, on a d'un côté la famille, lieu des liens naturels, de la subordination et de l'inégalité, en particulier surtout entre les sexes. On a de l'autre côté la société politique, lieu des liens non plus cette fois naturels mais conventionnels, lieu masculin de l'égalité et de l'amitié démocratique. Alors la figure des frères à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et la dissymétrie entre la figure des frères et des sœurs nous le montre très bien. Si la figure du frère est autonome, elle passe d'une sphère à l'autre, de la famille à la société politique, la figure de la sœur, elle, reste cantonnée à la famille. Pour le dire autrement, il n'y a pas de sœur politique, encore moins de sororité, ou de manière très marginale, et surtout les sœurs ne sororisent pas, c'est-à-dire qu'elles ne créent pas entre elles de liens politiques. Le verbe sororiser, dans la langue française, pendant du verbe fraternité, n'existe tout simplement pas. Famille et société politique sont donc disjointes. Mais tout n'est pas encore dit. Alors pardonnez-moi de faire un petit détour de philosophie politique, mais il est nécessaire, vous allez le voir, pour bien comprendre ce dont il va être question ensuite en matière éducative. Alors, tout n'est pas encore dit donc. La fraternité démocratique est le lieu d'un tour de passe-passe particulièrement intéressant et un peu complexe, qui permet à la fois d'utiliser la force évocatrice de la famille. Est-ce qu'il existe une figure plus évocatrice que celle du frère ? Je ne suis pas sûre, et à la fois d'évacuer les femmes de la filiation politique. Pourquoi ? Évoquer la famille dans l'organisation politique pose en effet un problème de taille, car la famille, c'est aussi, voire avant tout, la reproduction, la maternité, donc les femmes. Or, le lieu démocratique doit se construire entre hommes, entre frères, sans les femmes. Il y a donc un obstacle. Toute la préoccupation de la fraternité sera donc d'abord de se construire en métaphore, en convention, et dans le mouvement de passage du réel à la métaphore, d'évacuer le naturel, entre guillemets, c'est-à-dire les éléments féminins, exit les femmes. Ce sera ensuite de se réancrer dans le réel pour utiliser la force évocatrice de la famille, mais cette fois sans femme et sans mère.
Alors je vous renvoie aux excellents travaux de Nicole Laureau sur la démocratie grecque, qui montrent comment le lien démocratique se construit comme une filiation purement politique et uniquement masculine, mais très concrète et tout à fait réelle, entre père et fils, qui sont également frères en démocratie. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite, il faut que je dise les choses, mais en même temps que je ne passe pas trop de temps dessus. Tout ça pour vous dire qu'avec ce tour de passe-passe, tout est verrouillé. On pourra chanter le rôle des femmes, comme éducatrices notamment. On pourra même, pourquoi pas, utiliser le terme de citoyenneté, d'égalité entre les sexes. Le dispositif que je viens, certes un peu rapidement, de vous présenter ici, protège la société politique de tout mélange venant de la famille ou des femmes, de tout mélange entre les sexes, et surtout protège la famille de toute propagation démocratique. Ainsi, les mères vont trouver une place tout à fait centrale, comme éducatrices, c'est-à-dire comme les personnes clés plaçant les germes de la fraternité dans le cœur du futur citoyen, alors du futur citoyen mâle, bien entendu. Mais il y a non pas un, mais deux mais. D'abord, ce rôle crucial, les femmes le tiennent de l'extérieur de la société politique, de leur rôle, de leur place dans la famille, c'est ce que nous venons de voir. Ensuite, ce rôle éducatif n'en est pas véritablement un. Il n'est que l'œuvre de la nature, de l'amour. Et l'amour, ou plus exactement l'amour maternel, n'est pas l'éducation. C'est pas moi qui le dis. Un certain Michelet, qui, quoique extérieur aux questions pédagogiques, est ici un représentant particulièrement pertinent de ce type de raisonnement, dit ainsi que l'école, qui est aussi le père, dépasse cette fusion première, familiale, maternelle, nécessaire mais insuffisante, sous peine, écrit l'historien, de faire des garçons des femmes et de leur faire perdre les dons du mal. L'école dépasse donc, encore une fois selon une hiérarchie sexuée, ce qui se passe dans la famille. Cet argument en rejoint d'autres, comme l'idée que la famille serait le lieu des préjugés, des appartenances particulières, de l'Église, ou encore source de conflits dans le domaine politique. Il faudra donc séparer les sexes. Aux petits garçons, l'école, lieu public, entrée dans la société politique, l'éducation du combat, de l'histoire, l'organisation d'une force, la création d'un créateur. Aux filles, la maison familiale, écrit Saint-Just au moment de la Révolution française, l'éducation de l'harmonie, de la religion, créant un être relatif, pour reprendre les mots de Michelet, cette relativité devant permettre aux femmes de prendre, dans l'argumentation proposée, toute leur place de citoyennes. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit de citoyennes de l'extérieur, incluses mais exclues, en quelque sorte excluées de la démocratie. Alors l'enjeu est égalitaire, démocratique, c'est-à-dire aussi conjugal. Je m'explique. Michelet propose au nom de son organisation fraternelle que les deux sexes soient toujours séparés, y compris dans la famille. Pourquoi ? Michelet craint que les filles, alors les garçons aussi, mais c'est surtout les filles, soient trop affectées par la relation étroite qu'elles pourraient engager avec leurs frères et que cette première relation parasite leur mariage futur. La famille, comprise comme l'organisation conjugale inégalitaire et hiérarchique entre les sexes, est donc l'enjeu politique ici. La disjonction entre famille et société politique, donc, préserve la famille, qui suppose une éducation non mixte, et bien entendu différenciée entre les deux sexes, qui préservera de nouveau la séparation entre société politique et famille, donc l'exclusion politique des femmes et l'inégalité entre les sexes. La boucle est bouclée et les rouages sont bien enclenchés. Dans cet arrière-fond théorique et politique, les propositions de Paul Robin font exploser précisément tous ces verrouillages. Paul Robin propose en effet que l'école soit pensée comme, je le cite, une extension de la famille. Et les propositions novatrices du pédagogue vont découler directement de cette circulation entre les deux lieux. Alors je préfère parler de lieu plus que d'institution, puisque je me place sur un plan philosophique et politique. Avant d'en venir au contenu lui-même de la pédagogie de Paul Robin, quelques mots peut-être très rapides sur Paul Robin, que vous connaissez peut-être, qui est un pédagogue du XIXe siècle. Ses dates, c'est 1837-1912. C'est un libre penseur, proche des idées anarchistes, néo-malthusien. D'abord professeur, puis inspecteur de l'enseignement primaire. Il est nommé en 1880 à la tête de l'orphelinat Prévost à Sampuy, dans le département de la Seine. En réalité, cet orphelinat prend la suite du premier orphelinat laïque qui avait été fondé à Paris, dans le 17e arrondissement, sous la férule de Ferdinand Buisson. L'orphelinat est donc totalement laïque et totalement mixte. Il met en place ce qu'on appelle alors à l'époque la coéducation,
Alors nous pourrons peut-être revenir dans la discussion sur l'histoire et le fonctionnement plus précis de l'orphelinat de Sampuy. Je préfère, pour le temps qui nous reste ici, me centrer plus précisément sur les questions qui nous intéressent. Je n'aurai bien entendu pas le temps de tout dire, je vais faire une sélection, d'autant qu'il s'agit d'un travail en cours. Je me propose de vous soumettre quelques problématiques signifiantes, plus précisément 2 ingrédients et 2 arguments en faveur d'une éducation ou d'une pédagogie émancipatrice, en particulier pour les filles, ingrédients et arguments qui s'articulent précisément à cette circulation, à cette extension de la famille à l'école. Premier ingrédient et premier argument d'abord. L'orphelinat est une famille, disent les statuts de l'institution Sampuy. Est une famille, et non pas est comme une famille. Point de métaphore ici. L'orphelinat doit être, dit Paul Robin, un lieu de vie. La signification est très simplement et d'abord organisationnelle. Dans la vie quotidienne, les enfants, des 2 sexes donc, se comportent et sont considérés comme des frères et sœurs. La coéducation est déduite de l'organisation familiale. Les enfants se fréquentent, mangent ensemble, suivent les mêmes cours, assistent aux mêmes ateliers. Mais il ne s'agit pas que d'une question organisationnelle. Il s'agit bien d'un parti pris pédagogique, philosophique et politique. Sampuy s'articule en premier lieu à une forme de matérialisme philosophique et pédagogique qui suppose d'ancrer l'éducation dans, je cite encore Paul Robin, la vie réelle, donc de reproduire dans l'organisation pédagogique l'ensemble des influences concrètes exercées sur l'enfant dans la vie quotidienne et dans la vie familiale. Vieux et jeunes, hommes et femmes, grands et petits, écrit le pédagogue. En ce sens, la coéducation, la mixité sexuée des enfants et des enseignants est la continuité de la sexuation du monde, qui commence par la famille. Conséquemment, la coéducation dans le système de Paul Robin, et c'est en ce sens qu'il s'agit aussi d'émancipation, la coéducation suppose de reconnaître le lieu familial comme une réelle institution d'éducation. Au lieu de couper l'école de la famille et de faire de l'école le pivot de la pensée pédagogique et de la pensée éducative tout court, Robin se tourne vers la famille pour constituer l'école. Il rompt ainsi avec l'ensemble du raisonnement que je vous ai exposé tout à l'heure. Et Paul Robin affirme que la famille, donc aussi l'école, sont des lieux de moralisation. Alors voilà le premier argument, donc suite de mon premier ingrédient. Particulièrement intéressant, me semble-t-il, le pédagogue détourne en réalité ici un raisonnement traditionnel qui s'oppose non seulement à la coéducation, mais également à l'éducation des filles ailleurs que dans la famille. Cet argument dit très simplement que la famille serait le seul lieu moral, convenable, pour les filles. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul Robin reprend à son compte cette proposition, mais pour l'appliquer à son propre système donc de circulation entre famille et société. Je le cite de nouveau un peu plus longuement cette fois. La coéducation des 2 sexes, nous dit Paul Robin, c'est-à-dire l'instruction à la vie en commun pour les garçons et les filles, n'est point une chose si étrange et si absolument nouvelle que certaines personnes peuvent se l'imaginer. Elle a été expérimentée longtemps avant l'ouverture de l'orphelinat Prévost, dans une institution d'éducation très antique et fort connue, que l'on appelle la famille. La nature réunit autour du même foyer des enfants d'âge divers, sans exception de sexe, et ce milieu, néanmoins, a toujours été considéré comme le milieu moral et moralisateur par excellence, comme l'école du dévouement et des saines affections. Paul Robin reprend donc l'argumentation, par ailleurs sexuée, de la famille comme lieu moral, comme apprentissage du dévouement et de l'harmonie, c'est le l'être relatif dont parlait Michelet. Mais si la famille est un lieu moral, d'une part, et si l'école est l'extension de la famille, d'autre part, alors l'école deviendra le lieu par excellence de la moralisation pour les 2 sexes. Pourquoi ce qui est bon pour 5 ou 10 enfants serait-il mauvais pour 30 ou bien pour 100 écrit Paul Robin. L'école comme famille est donc plus qu'une simple question d'organisation. Je note que cette question de la morale entoure l'ensemble des débats alors contemporains autour de la mixité et que Paul Robin n'y échappe pas, même s'il s'agit d'une morale ici laïque, déconnectée de tout dogme, de type laïque. On trouve sous la plume du pédagogue d'autres arguments de la même veine autour de la question morale qui assurent la coéducation comme moyen, par exemple, de pacifier les relations entre les sexes, autre exemple, d'édifier un mariage plus sain et plus équilibré, encore d'adoucir les traits de chaque sexe, les filles devenant plus aguerries et les garçons plus doux. Pour le chercheur qui fréquente un petit peu ces questions, l'argument de l'extension, me semble-t-il, me paraît plus novateur et change un petit peu au regard de ces derniers arguments qui semblent plus convenus.
des arguments plus convenus et plus subversifs. La question de l'extension est plus subversive. Et c'est ce que montre mon second ingrédient et mon second argument. Alors, second ingrédient, je ne m'y arrêterai pas outre mesure, c'est l'éducation intégrale, ce que Paul Robin nomme l'éducation intégrale, qu'il prône, centrale dans sa pensée et dans sa pratique. Alors, par intégrale, il faut comprendre entier, sans restriction, sans diminution. L'éducation intégrale s'adresse à l'être tout entier, esprit et corps, individu et collectif. Elle refuse de se diviser entre l'intellect et l'outil, le savoir et le faire. Pour les orphelins de sans-puits, l'éducation intégrale refuse notamment de se borner au seul apprentissage d'un métier, nous dit Paul Robin, pour proposer le développement de l'ensemble des facultés physiques, intellectuelles et morales. Ensuite, ces deux principes supposent de développer l'individu non pas seulement comme organe de la collectivité, donc supposant une éducation adossée aux fonctions que devrait prendre tel ou tel élève, telle ou telle classe, mais aussi tel ou tel sexe, je vais y venir, mais de développer l'individu comme un être libre et, je cite Paul Robin, indépendant, complet par lui-même. C'est cette éducation intégrale qui suppose notamment une indifférenciation des contenus et des savoirs proposés aux enfants des deux sexes. Pour Paul Robin, il n'est pas raisonnable d'envisager qu'il puisse exister, et je le cite, deux sciences, deux vérités, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Dès que l'on apprend à deux enfants, quel que soit leur sexe, on leur apprend nécessairement la même chose, affirme-t-il encore. Ça, c'est pour l'instruction, et les prises de position de Paul Robin sont très claires. Pour ce qui est de l'éducation, en revanche, et je rappelle que la distinction était alors courante entre instruction et éducation, je note que cette distinction est d'ailleurs reprise par les anti-gens, les choses se compliquent. L'éducation, dans son opposition ou son articulation à l'instruction, concerne en effet les spécialisations de chacun, donc les fonctions accordées, notamment, à chacun des deux sexes dans la société. Par l'éducation, on touche donc, l'éducation au sens de opposé ou articulé à l'instruction, on touche donc au cœur des césures traditionnelles et des interdictions égalitaires, notamment entre famille et société politique. Sur cette question, Paul Robin propose que soit étendue, je le cite, dans la plus large mesure du possible, l'action individuelle. Et ce sera dans la famille, nous y revoilà, que ces transferts de fonctions pourraient commencer à s'exercer. Le deuxième argument que je suis donc en train de présenter est par conséquent un petit peu différent du premier. Il ne s'agit pas de considérer la famille comme une institution d'éducation à étendre à la sphère scolaire, mais d'envisager cette fois la famille comme un lieu de transformation des assignations sexuées. La subversion reste néanmoins prudente et à la mesure peut-être du pas alors effectué. Dans la famille, les femmes pourront effectuer des tâches d'hommes au besoin, et les hommes des tâches de femmes, dit Paul Robin, dans les moments difficiles. Ce qui ne présume pas des intervertissements réels qui pouvaient avoir lieu dans les ateliers de l'orphelinat. Je rappelle que je me centre sur les textes publics de Paul Robin, et que Paul Robin écrit dans un contexte d'opposition à la coéducation particulièrement féroce. Lorsque l'orphelinat ferme ses portes, forcées en 1894, la presse se réjouit de la fin de la porcherie sans puits. La fin de l'orphelinat, d'ailleurs, a aussi signé la fin de la carrière pédagogique de Paul Robin. En réalité, la vraie subversion n'est pas ou pas que dans cette indifférenciation des fonctions. La subversion réside bien plus, me semble-t-il, dans la déconnexion des fonctions et des attributs du sexe des membres de la famille, c'est-à-dire aussi des places, donc du pouvoir exercé dans la famille. Cela signifie très clairement que, selon le principe de circulation entre famille et société politique, ce qu'est en train de nous dire Paul Robin là, c'est que les principes démocratiques sont en train de rentrer dans le lieu familial et de modifier son fonctionnement, en direction notamment de l'égalité et d'une horizontalité plus grande des prises de pouvoir. On est bien en présence d'une circulation, et j'espère l'avoir montré, les deux arguments vont bien dans les deux sens, de la famille vers l'école, et l'école comme lieu démocratique, et du lieu démocratique vers la famille. Alors je vais en terminer là. Quelques petits mots peut-être pour être complète, il faudrait que j'ajoute une ou deux dernières choses. La circulation entre famille et école et la porosité entre réel et adoption, réel et convention, suppose que la famille que Paul Robin envisage n'existe pas réellement, sauf comme archétype.
Lorsque Paul Robin écrit que l'orphelinat est une, et je le cite, une famille sociétaire en tout modelée sur la famille naturelle, il précise immédiatement « mais une de ces familles où les mœurs sont pures et délicates sous la vigilance discrète d'un père et d'une mère, capables de donner à la fois le précepte et l'exemple ». Il y a donc une prise de distance par rapport à la famille telle qu'elle se pratique, si vous voulez. Il faut donc nuancer et complexifier encore. Car si Paul Robin propose bien une éducation émancipatrice dans son articulation à la famille et dans son centrement sur l'individu, il ne parle pas, du moins dans les textes que j'ai pu lire jusqu'ici et analyser, en termes éducatifs, sur l'orphelinat Prévost, et donc dans les écrits pédagogiques, de féminisme ou de lutte des femmes. Alors que l'époque est quand même à cette question-là. Paul Robin propose la coéducation, mais nous savons que la coéducation ne supprime pas nécessairement la domination. Paul Robin imagine et applaudit les femmes bachelières, projette les femmes docteurs, il avait raison, prône les enseignements et les examens mixtes, une littérature enfantine proposant des personnages adultes et enfants des deux sexes, mais il ne parle ni de féminisme, ni de lutte, comme si ces éléments étaient venus d'eux-mêmes ou peut-être des hommes. Il existe bien entendu une argumentation féministe chez Paul Robin, mais plus tardive, notamment dans La libre maternité qui est publiée en 1900. Ici se situe sans doute la limite, alors non pas tant de l'argumentation familiale que de l'argumentation fraternelle, je le cite, de la confraternité de l'étude et du devoir accompli, confraternité qui semble toujours se faire sans sœur, c'est-à-dire aussi toujours loin d'une subversion, cette fois, des femmes pour elles-mêmes. Voilà, je vous remercie.